Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, mon invité est Najati Riche, la présidente de la Fondation Ito pour l'hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de violences. Vendredi dernier, elle a décidé de débuter une grève de la faim après avoir reçu un avis d'évacuer dans les 48 heures l'un des centres que gère la Fondation depuis plusieurs années, celui de Derb Moulay Shrif. Alors, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette décision, alors que le centre accueillait près de 200 femmes en situation de détresse. Pourquoi cette décision en pleine crise sanitaire? Bonjour Nazet. Bonjour Fathia. Comment allez-vous? J'essaie de résister. Je vais rapprocher un tout petit peu, me permettre de rapprocher un tout petit peu votre micro, Oui. parce que je sais que vous allez parler tout doucement. Oui, j'essaie de tenir le coup, de résister pour aider ces femmes-là à reprendre leur centre. Alors, on va tout d'abord juste quelques mots sur la Fondation Ito, pour ceux qui ne la connaissent pas. On vous connaît, vous, bien sûr, puisque vous organisez depuis des années des opérations pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes, apporter une aide juridique, vous faites des formations, vous organisez aussi chaque année des caravanes dans les régions reculées pour sensibiliser sur les mariages des mineurs. Ito existe depuis 2004. Elle regroupe plus de 200 bénévoles à travers tout le Maroc. La Fondation a reçu d'ailleurs plusieurs prix pour son combat et chaque année, vous accueillez dans ce centre, celui dont on parle, le Derb Moulay Shrif, près de 1500 bénéficiaires directs et environ 2000 indirects, je crois, et dont 200 permanents. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement pourquoi vous avez décidé de faire cette grève de la faim? C'est suite à un courrier reçu vendredi soir, c'est ça? Oui, tout à fait. Vendredi après-midi plutôt. Que dit ce courrier? Ce courrier, dans la formulation de ce courrier, il est dit que suite à la fin de notre projet 2015, nous vous demandons de faire, comment dirais-je, évacuer le jard, c'est-à-dire avec une association qui est là-bas, qu'on a accepté comme invité chez nous, recensement. Un recensement de tout le matériel que l'INDH a financé et de quitter les lieux avant le 22 février. C'est aujourd'hui. Oui. De quitter les lieux aujourd'hui. Donc vendredi, vous avez donc 48 heures pour évacuer les lieux. Avant aujourd'hui, c'est-à-dire avant aujourd'hui. Avant aujourd'hui. Oui. Et vous y êtes toujours là? Nous avons que samedi et dimanche pour faire tout ce travail. Nous avons notre documentation, nous avons les bureaux des salariés qui sont fermés. Nous avons tout. C'est un travail de 7 ans quand même. Il y a un grand cumul de documentation et de pièces et de bureautique. Alors, pour que nous soyons très clairs, la convention que vous avez, elle date de quand? Nous avons 2 conventions. D'accord. Nous avons la première convention, 3 conventions quand même. Il y a la première que j'ai signée en 2008, depuis que j'ai trouvé, parce qu'avec l'ancien directeur de l'entraide nationale, nous avons trouvé ce terrain. Très bien. Donc, nous avons signé cette convention pour construire le centre. Et que la Fondation Ito va être en possession de travailler dans ce centre. Donc 2008. Et c'est moi-même qui a supervisé tout depuis le départ. Même le bureau de l'ingénieur architecte, c'était une femme. C'est moi qui a fait mes recommandations, c'est moi qui a changé les plans, c'est moi qui a... Vous avez tout chapeauté. Tout chapeauté. D'accord. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2013, le centre a été construit et donc nous avons présenté l'autre demande pour l'équipement du centre. Donc, ça nous a demandé
à peu près 8 mois. Recherche des devis, recherche des fournisseurs, etc. Pour toute l'infrastructure. Tout un travail de D'accord. Alors, juste, 2014, j'ai eu le centre. Très bien. J'ai eu les clés, on est allé et on a équipé le centre pendant 6 mois. Il y avait des travaux parce qu'il y avait des choses qui n'ont pas été bien faites, des fuites d'eau, etc. Tout ça, c'était nous qui l'ont fait. Voilà, qui avait géré. Alors, qui avait géré. Excusez-moi d'ores et déjà la question. Est-ce que vous êtes en règle avec tout? On est en règle. Vous n'avez pas eu... Oui. Très bien. Alors, on n'a jamais eu de problème avec ce soit avec l'INDH ou avec... aucun souci. Aucun souci. Très bien. Non. Est-ce qu'il y a une date d'expiration? C'est en fait le point le plus important qui pourrait expliquer cette expulsion, parce que c'est une expulsion. Si on vous demande de partir, c'est au plus vite, vous devez quitter les lieux. Est-ce que vous avez une date sur cette convention qui pourrait justifier cette décision? Non, bien au contraire. C'était une convention ouverte. Et si jamais il y a un problème, ça doit être résolu à l'amiable et après, on peut avoir recours aux procédures juridiques. C'est la convention. Bien au contraire, c'est l'association qui est maintenant au centre qui a Alors, on va expliquer ça. On va expliquer qui ça. Est limité dans le temps. Depuis le début de la pandémie, ouais. On vous a demandé d'héberger 2 associations pour aider les femmes sans abri. Donc 2 associations se sont installées avec vous dans ce centre. L'une d'elles parce qu'elle ne répondait pas à certaines prérogatives, en tout cas, bref. Une est restée et accueille toujours des femmes sans abri. C'est bien ça? Oui. Elle accueille les femmes sans abri et les mamans célibataires. Et moi, je lui ai conseillé de faire appel à l'association INSAF et à l'association Tadamoun, Nisui, Solidarité féminine, parce qu'ils ont plus d'expertise dans la question des mamans célibataires et de leur déléguer elle ne veut pas. Donc, il y a toutes ces femmes-là, les mamans célibataires et les sans-abri, qui sont en même temps dans ce centre. Alors, comment vous expliquez cette décision ? Quelle décision ? De devoir évacuer avant ce soir le centre. C'est quoi l'explication pour vous ? J'ai essayé depuis que Est-ce que vous avez essayé de joindre le gouverneur pour l'alerter ? Vous savez, j'ai essayé depuis le mois de juillet de joindre monsieur le gouverneur. Depuis le mois de juillet. Il est venu plusieurs fois au centre et je l'ai vu au centre, je l'ai rencontré. Il était hyper gentil. Et je lui dis, il était content du travail effectué ? Bien au contraire, il disait à l'association, il lui disait, faites appel à Madame Najat parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'elle travaille dans le domaine, elle peut vous aider, elle peut vous conseiller, etc. Donc, c'est pour ça que depuis vendredi, je n'arrive pas à comprendre qui est derrière cette décision et pourquoi, le pourquoi. Donc, vous ne comprenez toujours je pas. Lui ai proposé, je lui ai dit, monsieur le gouverneur, j'ai besoin de vous voir. Il m'a dit, je vais vous appeler. Donc, il ne m'a pas appelé. Moi, j'ai appelé le cabinet. Et d'ailleurs, sur mon téléphone, il y a toutes les dates où j'ai appelé le cabinet du gouverneur. J'ai appelé plusieurs fois. Rien, j'ai pas eu de résultat. J'ai écrit une lettre. J'ai envoyé une lettre. Et puis après, pas de réponse. Jusqu'à jeudi, avant les inondations de Casa, le directeur du cabinet m'a appelé, il m'a dit monsieur le gouverneur veut vous rencontrer. Très bien. J'étais contente parce que enfin j'ai abouti à quelque chose. Donc je lui dis je suis à Itourir, j'étais en mission, j'arrive tout de suite, je vais prendre la route et je vais venir voir monsieur le. Il y avait les maisons qui ont été détruites à Dabmoulay Chérif. Donc, moi, j'ai expliqué que... Ça a été reporté, c'est ça ? J'ai appelé monsieur le directeur du cabinet. Il m'a dit, maintenant, on est pris par les inondations et tout ce qui se passe à Dabmoulay. Pour le coup, c'était légitime. Donc, j'ai compris. Et je ne voulais même pas lui réécrire une lettre et lui faire la pression parce que je comprends la situation. Sans indiscrétion, pourquoi vous vouliez le voir depuis des mois si tout se passait bien ? Rien ne se passait bien avec l'association qui est au centre.
D'accord. Donc c'est l'association qui était... Nous avons été exposés à des violences atroces, moi-même et mon personnel. Nous avons été exposés à des humiliations. Nous avons été... c'était vraiment... Nous, on ne voulait pas rentrer dans son jeu parce que, pour moi, par respect à la préfecture, au monsieur le gouverneur, par respect à moi-même et par respect au mouvement des femmes, surtout. Parce que dont je fais partie, parce que c'est pas mon En fait, est-ce que vous pourriez dire que on a l'impression, à travers ce que vous racontez, qu'il y a un conflit donc avec cette association qui est hébergée dans votre centre? Ça veut dire qu'elle aussi a une convention avec les autorités? Une convention qui est limitée à l'état d'urgence sanitaire. Très bien. Point à la ligne. Une fois que l'état d'urgence sanitaire, et nous nous sommes calmés, nous avons géré avec beaucoup de diplomatie, parce que nous savons que cette convention prendra fin à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Parce que je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois cette convention. Donc je me suis dit, même mes salariés, je leur dis, ne rentrez pas dans le conflit. Essayez de vous calmer, de faire semblant de ne rien entendre ni rien voir, et ça va finir bientôt. Alors, une délégation du CNDH est venue vous voir ce matin. Oui, ce matin, oui. Elle a pu rentrer dans le centre? Difficilement, difficilement, parce que la présidente de cette association a refusé que les hommes rentrent au centre. Alors, cette délégation du CNDH, elle est venue pourquoi? D'abord, elle est venue pour comprendre ce qui se passe. Ce qui se passait. Et comprendre aussi la nature du problème. Et puis, elle est venue aussi pour me convaincre de suspendre la grève. Votre grève de la faim. De la faim. Et puis, ils vont faire des démarches. Ils vont voir la préfecture, ils vont voir les autorités, ils vont voir plein de... Parce que le CNDH, il va faire... il va travailler sur le dossier à l'échelle de Rabat et Casablanca, et la commission de Casablanca. Donc, ils sont venus avec un homme qui est responsable de la commission de Casablanca et le médecin qui devait normalement voir mon état de santé. Donc, je ne sais pas pourquoi cette association lui a expliqué que s'il y avait un médecin, elle refusait qu'un médecin me voyait. Rentre. ça m'a secoué. En fait, j'ai l'impression, à travers ce que vous dites, que c'est l'association en fait qui vous exclut. Est-ce que la délégation du CNDH est arrivée à vous convaincre de mettre fin à votre grève de la faim? Non, je leur avais dit, je vais y réfléchir, parce que ce qu'on a subi pendant, je peux vous dire, depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, c'est insupportable pour tout être humain. Et malgré tout, jamais, monsieur le gouverneur, nous a entendus nous plaindre. Parce que, d'abord, selon notre analyse... On va essayer de joindre, puisque vous le citez beaucoup, et il faut qu'il ait le droit de parole sur cette décision. Mais au-delà du conflit avec cette association qui s'est installée dans ce centre, vous dites qu'aujourd'hui, vous n'allez pas mettre fin à votre grève de la faim. Vous allez aller jusqu'où? Moi, j'ai promis à la commission du CNDH que je vais y réfléchir. Pour moi, ma première conviction, c'est d'aller dans cette grève jusqu'à ce que, si on ne négocie pas avec moi... Jusqu'à ce qu'on vous entende, c'est ça que vous voulez dire? Jusqu'à ce qu'on m'entende, et si on ne m'entend pas, jusqu'à ce que je meure. C'est très grave ce que vous dites. Oui, parce que pour moi, c'est ma dignité, c'est ma crédibilité, c'est mes années de militantisme féministe. C'est pas. Moi, je suis pas arrivée faire Ito parce que je suis arrivée en 2004 et je me suis dit je vais créer une association. J'ai 45 ans quand même d'expérience et de militantisme. Et j'ai appris pendant ces 45 ans que ma dignité et mon respect sont des choses à ne pas affranchir. Et là, j'ai supporté tout sur ma dignité
en me disant, les autorités, ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont des problèmes du Covid à gérer, je vais supporter sur moi-même, je vais accepter de gérer ça émotionnellement et d'attendre que ça finisse. Et au lieu d'être reconnaissant, on me jette dehors. C'est pas facile, ça. Alors, vous avez vu qu'il y a eu un début de mobilisation sur les réseaux sociaux pour vous soutenir. Est-ce que vous aimeriez, puisque vous êtes avec nous, on vous remercie d'avoir fait déjà le déplacement parce que Merci. vous êtes très faible. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un appel à lancer aujourd'hui ? Effectivement. Parce que sur les réseaux sociaux, on a vu de très nombreuses associations et organisations, et même internationales, qui vous soutiennent. Ouais. Quel appel vous avez envie de lancer ? Moi, mon appel, c'est toute personne qui m'écoute. J'ai besoin qu'on m'aide. Parce que c'est trop ce qui se passe. J'arrive plus à comprendre ce qui se passe. J'aimerais bien comprendre. La première des choses. La deuxième des choses, est-ce que ces femmes-là ne sont pas des êtres humains ? Est-ce que ces femmes-là, qui attendent de nous qu'on les forme, qu'ils reproduisent pour s'attaquer à la crise du Covid, pour s'attaquer aux besoins du mois de Ramadan qui arrive bientôt, dans 1 mois et demi, est-ce que ces femmes-là ne sont pas des êtres humains ? Est-ce que les femmes de Dermouli Chérif ne sont pas des êtres humains ? D'ailleurs, vous avez vu comment ils pleurent, comment ils protestent. Et jamais, je ne me suis dit, jamais je n'abandonnerai ces femmes. Parce que ça fait des années qu'on fait beaucoup de choses pour ces femmes. Et il faut que ce centre continue à faire des choses pour ces femmes-là. Et je ne peux pas les abandonner entre les mains de qui que ce soit parce que je n'ai pas confiance en qui que ce soit. Même si je pars, moi, de la Fondation Ito, je suis sûre que la Fondation Ito va faire le nécessaire pour soutenir ces femmes, pour les aider à se prendre en charge. Nous sommes dans un projet, dans un programme de lutte contre la précarité, la pauvreté et le besoin. Et surtout, après toute cette période du Covid, et que les gens sont dans le besoin de les aider, on les jette dehors. Je fais appel à toute personne qui croit en l'être humain, en la dignité de l'être humain et en la personne de ces femmes-là qui ont besoin d'aide, de faire quelque chose. De faire quelque chose parce que sinon, moi, je me dirais, je pourrais mener cette grève jusqu'à la fin. Parce que ces femmes-là je suis leur porte-parole. Ils m'ont fait confiance et je ne peux pas les abandonner. D'ailleurs, ils sont venus ce matin. Ils ont rencontré la Commission des droits humains. Et ils se sont exprimés en pleurant, en disant que ce centre, on a mis dans ces centres les sans-abri, mais ils n'ont pas vu que nous sommes devenus sans-abri sans notre centre. Il y a une femme là qui vous entend, qui nous suit sur les réseaux sociaux et qui vous demande, qui vous dit comment peut-on vous aider ? Qui entend votre appel et qui vous dit comment peut-on aider ? Moi, je crois qu'en faisant la pression pour qu'on récupère ce centre, d'abord, et qu'on cherche ensemble, si jamais ces décideurs n'arrivent pas à entendre mon appel, je crois que je dois chercher une autre solution pour ces femmes. Trouver un nouveau centre. Mais avant ça... Non, avant ça, je vais lutter pour ce centre. Parce que je l'ai construit, ce centre. Je l'ai équipé, ce centre. Je me suis battue pendant des mois et des années pour qu'il soit un centre. Tous les partenaires qui viennent, ils rentraient dans ce centre, ils me disaient « La touche féminine est très jolie et très belle ». Il est devenu un très beau centre, avec les tableaux, avec les couleurs, avec... Maintenant, tout est détruit. Donc là, il vous reste quelques heures, en fait, avant de devoir sortir. Il me reste quelques heures. Est-ce que vous allez sortir ce soir? Non, je reste au centre.
Vous qu'ils dormez viennent m'évacuer. Vous dormez au centre Ouais, également? je dors au centre dans des conditions lamentables, mais je ne vais pas sortir. Vous restez sur place? Ouais. Le vendredi, j'ai dormi sur le canapé dans mon bureau. Et hier, j'ai partagé la chambre avec la permanente. Mais je ne vais pas quitter ce centre. S'ils veulent venir m'évacuer, qu'ils viennent. Il y a un horaire sur la vie d'évacuation que vous avez sorti? Non. Non. Vous n'avez fait aucun carton, rien du tout? J'ai pas accepté de le prendre. De le signer. Non. Parce que je ne le reconnais pas. Donc aujourd'hui, Najat, l'appel que vous lancez, c'est tout d'abord en fait aux autorités et au gouverneur, juste qu'ils puissent vous accueillir, vous écouter. Qu'il m'explique ce qui se passe. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'attends je peux vous assurer que quand le directeur du cabinet m'a appelé, je me suis dit, la première fois pour l'audience avec monsieur le gouverneur, je me suis dit, peut-être il va évacuer le centre. Il a trouvé un autre centre pour le... Vous pensiez en fait que c'était juste changer de lieu, c'est ça? Non, il va trouver un autre centre pour l'autre association. Et puis il va nous proposer un projet ou quelque chose, parce que je lui transmets un rapport de presque 100 pages. Najat Yekriche, les femmes que vous accueillez habituellement, est-ce qu'elles se sont présentées ce matin? Oui. Est-ce qu'elles ont eu accès au centre? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Oui, parce qu'il y avait la presse, il y avait le CNDH, il y avait moi. J'étais au centre. Mais depuis que cette association est entrée au centre, nos femmes sont interdites d'accès au centre. On les vire. Plus que ça. Quand elles leur disent, mais nous sommes avec la Fondation Ito, elles leur disent, il n'y a plus de Fondation Ito, il n'y a que nous. Ça y est, ça depuis le mois d'avril. Hein. Il n'y a plus de Fondation Ito, il n'y a que nous qui existons. Pourquoi c'était important pour vous ce courrier après ce courrier terrible qui vous a laissé un petit peu en état de choc, votre avis en fait d'évacuation, de le partager avec les médias? Pourquoi c'était important pour vous? Pour que tout le monde sache, vous vous êtes dit, il faut que tout le monde soit au courant de ce qui m'arrive, oui. De ce qui nous arrive, parce ce que le centre c'est... Non, c'est parce que j'ai accumulé pendant des mois. Et là, vous n'en pouvez plus. Et là, ça y est, j'en peux plus. Même le Bacha de Hey Mohammadi, je suis allée le voir. Il était hyper adorable. Il me disait, tel que, Madame, je vous conseille d'attendre jusqu'à la fin de cette pandémie, l'état d'urgence, et on va régler le problème. Ça va pas rester pour l'éternité. Donc, ça, c'est le Bacha. Le Caïd, la même chose. Tout le monde me disait la même chose. Et pourquoi me virer à la fin? Ça, c'est une grande question. Donc, quand j'ai accumulé depuis le mois d'avril, toutes les humiliations, tous les gros mots que j'ai entendus, tout ce que j'ai subi, moi et mon personnel, et les femmes du centre, les bénéficiaires, là, j'en peux plus. Il faut que quelqu'un m'entende. Et là, ils m'entendent. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je vous donne le mot de la fin, il nous reste 2 minutes. Toujours est-il qu'on n'aura pas eu l'explication parce que je trouvais important de vous recevoir, et on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises d'ailleurs sur notre antenne, sur les femmes battues, les femmes en situation de détresse, les femmes en situation de précarité. Vous dites quelque chose d'important parce que votre travail ces prochains mois est des plus importants, parce qu'il y a une grosse mobilisation qui se fait justement avant le mois de Ramadan en général, et là vous ne pouvez rien faire. Je vous donne, oui, on n'aura pas eu d'explication, on essaiera de notre côté aussi de demander des renseignements également aux autorités et au gouverneur, parce que c'est à lui que vous voulez parler aujourd'hui. Je vous donne le mot de la fin. Parce que finalement, malgré après ces 20 minutes d'antenne, pas d'explication en tout cas sur cet avis d'évacuation.
Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je sollicite une audience avec le gouverneur pour comprendre ce qui se passe. Pour vous, c'est une injustice totale, ce qui vous arrive là? C'est une injustice totale. C'est vraiment une injustice totale. Et le problème, c'est qu'elle est venue dans une période où on s'attendait à nous rendre justice. En pleine crise sanitaire. Enfin, crise sanitaire. Et une phase où on s'attendait à nous rendre justice et à nous libérer de toutes les humiliations qu'on subit chaque jour et chaque minute et chaque seconde. Et on vient nous bafouer nos droits avec une décision sans aucune autre démarche au moins. Et rien de fait au préalable. Voilà, ce qui est étonnant en fait, dans cette décision, c'est qu'elle arrive un vendredi, qu'on vous donne le temps d'un week-end pour évacuer ce centre que vous occupez depuis cette année. Vous nous avez rappelé en fait tous les travaux que vous avez menés, comment les femmes, je rappelle, dans ce centre, ce sont 1500 bénéficiaires directs et environ 200 indirects, 200 femmes en situation de précarité qui sont permanentes, dont vous vous occupez en fait tout le temps. Et du jour au lendemain, ces femmes-là, en tout cas, en dehors, en Fondation Ito, en tout cas, ces femmes-là, on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Non. Elles ne savent pas. Ils l'ont dit ce matin au CNDH. Elles ont dit, on ne sait même pas quel est notre avenir. Après que la Fondation Ito parte ici, nous ne savons même pas qui est notre avenir. Et aussi, je lance un appel à toute personne, là où il soit, de nous donner un coup de main, de nous aider, de nous épauler, parce que ce n'est pas épauler Najati Krish ou la Fondation Ito. C'est 200 c'est de femmes, sauver ces femmes, c'est-à-dire 200 familles, c'est-à-dire je ne sais pas combien d'enfants. Ce sont ces femmes-là. Surtout avec ce qui se passe à Darmoulay Cherif. Surtout avec ce qui se passe à Darmoulay Cherif. On ne sait pas. C'est des femmes qui vivent dans la précarité, dans le besoin, ils veulent bénéficier de tout. On organise la sensibilisation, elles sont là. On organise les ateliers, les activités ouvertes au grand public. N'importe quelle activité, ces femmes sont mobilisées. Et là, on leur ferme le centre. On leur dit, vous n'avez pas droit. Donc, aidez-nous à récupérer notre centre, qui est le centre des femmes de Darmoulay Cherif, qui est le centre de toutes les associations, qui sont vraiment des associations de femmes et qui travaillent pour faire évoluer les droits des femmes. Merci beaucoup, Najat Saïri. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la Fondation Ito pour l'hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de violences. Vous nous l'avez répété sur cette antenne à plusieurs reprises. Vous êtes décidée à la poursuivre, cette grève de la faim, jusqu'à ce que vous soyez entendue et que vous n'allez pas quitter les lieux ce soir comme la vie vous le demande. Vous resterez sur place pour que ces femmes ne soient pas abandonnées. Merci beaucoup de vous être déplacée ici. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On va continuer bien évidemment à suivre cette affaire. Je vous retrouverai lundi prochain. Vivre avec vous. Radio 2R.